Bonsoir à tous. C'est une arme politique sans bruit, mais avec beaucoup d'effets. Qui peut vaincre cette hydre dopée par les réseaux sociaux? La manipulation est un monstre froid. Et parfois, des hommes politiques en usent et en abusent à leur guise. La foule agit, déraisonne, sans savoir le pourquoi. Le pourquoi aujourd'hui, une grande interrogation avec ce livre publié par Khadim Mbacké Abbas, L'art de la manipulation, la communication directive. Il est l'invité de votre émission. Belle ligne de ce soir, Khadim Mbacké Abbas, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Pape Alioune, merci de m'avoir invité encore dans votre plateau. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Vous êtes diplômé en lettres modernes à Paris, la Sorbonne, hein, la Sorbonne de Paris, ancien sorbonnard qui travaille actuellement dans la communication à l'institution. Pourquoi le mot manipulation vous a-t-il happé? C'est à cause du contexte ou bien c'est à cause de ses effets dans la masse? Oui, c'est à la fois les deux. Je pense que le mot est un mot voilà, dont les gens ont peur. Et aussi, je pense qu'actuellement, on l'utilise beaucoup. Oui. Et ce qui est dommage aussi, c'est que on l'utilise, n'est-ce pas, au détriment des populations. C'est ça, parce que en fait, la manipulation aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que on dit qu'elle est naturelle dans les interactions sociales. C'est normal de manipuler, c'est normal aussi d'être manipulé. Mais si ce n'est pas, en tout cas, à des fins morales, c'est mauvais parce que la première institution mise en place pour manipuler les gens a été mue par l'Église catholique en 1622, mais c'était pour la propagation de la foi catholique. C'était en tout cas pour la bonne fin. C'est pour cela, même dans la définition du mot manipulation, on dit que c'est un mot amoral. C'est-à-dire, pour la définir, c'est un mot, c'est un ensemble de techniques pour arriver à des fins. Donc, elle est amorale. Elle n'est pas ni morale ni immorale, elle est amorale. Mais les fins qu'elle poursuit peuvent être morales ou immorales. Mais la manipulation en tant que telle, on dit qu'elle est amorale. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on utilise, mais on peut l'utiliser pour des fins morales comme immorales. C'est un mot qui valse entre le moral et l'immoral, et parfois c'est un art. Pourquoi il y a un art dans l'acte de manipuler? Oui, parce qu'en fait, ça demande toute une technique, une qualification. Surtout pour manipuler par exemple les foules, il faut avoir la connaissance psychologique, la connaissance, la psychologie des foules, la connaissance cognitive aussi, parce que aussi notre cerveau, en tout cas par exemple quand on lit quelqu'un comme Daniel Kahneman qui est un psychologue, il dit que le cerveau humain a deux modes de pensée, le système 1 et le système 2. Et souvent la plupart du temps, le cerveau humain se met en mode système 1, c'est-à-dire c'est un mode qui produisent et utilisent la connaissance intuitive. Ce n'est pas une connaissance sûre, c'est une connaissance automatique, intuitive, qui s'appuie souvent sur des apparences. C'est pour cela que c'est très facile, si on connaît comment le cerveau humain fonctionne, c'est très facile de manipuler les gens. Il faut aussi savoir leur psychologie, leur mentalité, comment les foules, en tout cas, se comportent ou comment elles réagissent. Ça aussi, c'est une science. C'est pour cela la manipulation est un art. C'est une science même, oui, on apprend à manipuler. Oui, c'est comme la communication, c'est une science. Il faut avoir beaucoup de qualifications pour manipuler. Ou bien, pour le manipuler, il faut consulter beaucoup de scientifiques. Il faut par exemple consulter des sociologues, il faut consulter des psychologues, des psychanalystes pour manipuler des gens. C'est pour cela, maintenant, ceux qui travaillent dans la communication, souvent, ils ont une connaissance très approfondie dans ces domaines-là, ou bien avant d'élaborer un plan de communication, il faut consulter ces psychologues, ces sociologues et ces psychanalystes pour pouvoir en tout cas percer la mentalité des gens. Parce que nos comportements et nos actes, il y a des ressorts qui les régissent. Donc pour savoir comment, quels sont les ressorts, ou bien quels sont les mécanismes qui régissent le comportement humain, ça, il faut consulter ces spécialistes-là. Donc c'est pour cela la manipulation devient une technique ou même un art. Vous venez de dire que la manipulation fait effet dans les interactions sociales. Est-ce qu'on peut manipuler quelqu'un sans pour autant le savoir? Ça peut être quelque chose de naturel, d'inné.
C'est possible? Oui, oui, c'est inné parce que on dit même que souvent la manipulation, c'est comme la chirurgie esthétique. Oui. Si elle est sentie ou elle se voit, c'est parce que c'est raté. L'idéal, c'est de manipuler les gens sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque, par exemple, un industriel comme Abraham et Lincoln, lorsqu'il voulait augmenter, par exemple, son chiffre d'affaires, Oui. il a consulté un psychanalyste qui a étudié la mentalité. À l'époque, c'était aux États-Unis, Oui. qui a étudié la mentalité des Américains. Il avait une industrie qui fabriquait de cigarettes. Il voulait augmenter la vente. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement manipulé les femmes. Il a fait fumer les femmes. Mais avant de faire ça, il a consulté un psychanalyste, des psychologues et des sociologues qui ont étudié ce que représente le tabagisme chez les femmes. Et après étude, analyse, on a constaté que la cigarette à l'époque, en 1928, symbolisait la vulgarité aux États-Unis. Donc il fallait modifier cette perception-là. C'est comme ça qu'on a lié la cigarette à l'émancipation. Oui. Donc une femme qui fume, ce n'est plus une femme vulgaire, mais c'est une femme émancipée, indépendante. Donc les femmes se sont emparées à la cigarette sans pour autant savoir que derrière cette revendication-là, il y a un industriel et un communicant qui les a manipulées sans qu'elles s'en rendent compte. Donc souvent, ou bien l'idéal, c'est de manipuler les gens sans qu'elles s'en rendent compte. Oui. Qu'ils s'en rendent compte. Oui, vous écrivez une chose dans les premières pages de cet ouvrage qui peut même choquer. Vous dites que ce sont les pays africains qui sont plus vulnérables à la manipulation. Pourquoi? Oui, parce que pour manipuler, il y a plusieurs procédés. On peut s'appuyer sur la psychologie, sur la psychanalyse. On peut aussi s'appuyer, avant c'était ça, on peut s'appuyer aussi sur la rhétorique, Oui. l'art de parler. Oui. Et en tout cas, dans l'art de parler, souvent, on a tendance à recourir aux émotions. Oui. Et nous, les Africains, nous avons vécu la traite négrière et la colonisation. Oui. Nous vivons aussi dans des situations extrêmement difficiles. Oui. Et dans des conditions comme ça, il est très facile pour un orateur qui sait comment, en tout cas, construire un discours pathétique, de s'appuyer sur la misère des gens, de construire un discours persuasif. Ce n'est pas un discours véridique, mais c'est un discours persuasif. La vérité, ça a été une question dans la rhétorique. Est-ce que celui qui est persuasif, est-ce qu'il est véridique ou pas? Mais souvent, on peut être persuasif sans pour autant être véridique. Oui. C'est pour cela, en étudiant la condition et la situation des Africains, surtout au Sénégal par exemple, si on prend le cas du Sénégal, où il y a une écrasante majorité des jeunes dont la situation est extrêmement pénible, qui n'ont pas de perspective d'avenir. C'est très facile de construire un discours, en tout cas qui les flatte et qui les persuade pour les faire croire des choses qui ne sont pas du tout peut-être avérées. On peut leur dire que, par exemple, une fois arrivé au pouvoir, vous aurez une situation meilleure, vous avez du travail, mais tout ça, c'est un discours qui repose sur des émotions. Parce qu'on dit que pour manipuler les gens, Oui. il faut lier leur comportement à leurs émotions ou à leurs désirs. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai donné tout à l'heure le fait de faire fumer les femmes. Oui. Le fait de fumer, on l'a lié à un sentiment, le sentiment d'être émancipé. Oui. C'est-à-dire aussi, c'est exactement pareil. Pour convaincre ou manipuler les Africains, on peut lier leur comportement à leurs désirs ou à leurs émotions. Mais est-ce que ce n'est pas un postulat qui nous rabaisse Khadim Mbacké Abass? Parce que tous les peuples ont vécu des souffrances également. Oui, mais nous, c'est peut-être nous, la particularité des Africains, c'est que nous pensons que notre situation actuelle, en tout cas, est due à les situations précédentes que nous avons vécues. C'est-à-dire, si l'Afrique est en retard, c'est parce que peut-être il est colonisé, elle était colonisée, elle était aussi réduite en esclavage. C'est pour cela que nous avons toujours un retard par rapport aux autres. Parce qu'il y a un leader africain qui dit qu'au moment où les Européens et les Américains construisaient leur pays, nous, les Africains, on luttait pour la libération. C'est-à-dire que nos situations actuelles, c'est une conséquence ou bien le résultat de nos situations précédentes. C'est pour cela que c'est très facile de construire un discours persuasif, manipulatrice, un discours manipulateur sur la situation actuelle des Africains. Nous ne sommes plus en tout cas vulnérables à un discours pathétique par rapport aux autres. Parce que ça soulève une vieille polémique. C'est un peu ce dialectique.
cette dialectique entre l'émotion et la raison, Oui. avec la fameuse expression de Senghor, expression contestée, mais est-ce que vous validez cela? Parce qu'on parle un peu d'une dose d'intelligence dans le mot émotion, que l'émotion même est plus profonde que la raison. Que la raison pourrait avoir des limites, hein, des confins, ce qui est différent de l'émotion qui est plus profonde, surtout en imagination, parce que des écrivains comme Bachelard, comme professeur Souleymane Bachir Diagne ont beaucoup pensé sur ces deux concepts-là, la dialectique qui existe entre l'émotion et la raison. Non, non, moi je ne parle pas de la nature humaine. C'est-à-dire là, je pense que ce qui parle là de la raison et de l'émotion, souvent, on peut penser que peut-être les Occidentaux ils sont émotifs également. Hein, oui, parce qu'en fait, oui, parce qu'en fait, dans le discours rhétorique européen, on parle beaucoup de l'émotion. Oui. Comment recourir aux émotions pour, en tout cas, aussi persuader. Par exemple, quelqu'un comme Aristote, il a divisé, par exemple, un discours en 3 parties, l'éthos, pathos et logos. Donc, le pathos aussi, ça existe chez les Européens. C'est le pathétique, la passion. Oui, l'émotion et la logique. Oui. La logique. Mais quand on étudie la nature de l'être humain, souvent, il y a deux, en tout cas, tendances qui pensent que nous, les Africains, nous sommes plus émotifs naturellement. Mais moi, je ne parle pas de la nature, je parle des situations. Oui. C'est-à-dire que la situation, c'est-à-dire dans laquelle nous vivons actuellement en Afrique, c'est très facile pour déclencher des émotions, déclencher par exemple la colère, déclencher la haine, déclencher le dégoût, parce que ça c'est l'orateur qui sait comment déclencher ces émotions-là, qui arrive à faire des choses qui sont. Par exemple, même la situation actuelle au Sénégal. Oui. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il y a des manifestations, parce qu'il y a plus de 10 ans, ça ne se passait pas comme ça. Oui. Actuellement au Sénégal, quand il y a des manifestations, pourquoi les gens, ou bien les foules, attaquent certains symboles? Parce qu'il y a eu des discours. Oui, il y a des discours. Oui. On a, grâce à un discours, on a déclenché chez eux une émotion, un sentiment de colère et de dégoût et de haine même vis-à-vis de la France. Donc là, c'est celui qui parle. Il sait comment, pour adresser à son interlocuteur, quelle est l'émotion la plus facile à déclencher chez lui. Ça peut être la colère, ça peut être la haine, ça peut être le dégoût. Tout ça, c'est des émotions. Ça, c'est la situation qui crée cette facilité-là. Mais je ne parlais pas tout à l'heure de la nature même de l'être humain qui peut être conçu comme logique. Ou ça, c'est Senghor. Est-ce facile de ne pas être manipulé? Est-ce qu'il y a un remède? Non, même certains, en tout cas la plupart des théoriciens disent qu'on ne peut pas ne pas vivre sans être manipulé, sans aussi manipulé. C'est irréversible. Oui, c'est naturel dans les interactions sociales. Mais il y a des degrés. Parce que, par exemple, même en rentrant chez vous, vous pouvez en tout cas être manipulé par vos propres enfants, votre femme, ou même la manipuler. Parfois en le sachant et en le faisant. Oui, oui. Tout simplement pour sortir de la situation. Oui, oui, parce qu'en fait, quand vous voulez quelque chose, de quelqu'un, souvent l'argument ou bien le moyen le plus utilisé, souvent c'est de la manipulation, souvent c'est la flatterie. Oui. Quand on prend l'exemple de la fable Fontaine, le corbeau et le renard, oui. Lorsque le corbeau, en tout cas, avait un fromage sur sa bague, lorsque le renard voulait le prendre, il a utilisé la flatterie. Oui. Ça, c'est une manière de manipuler. Souvent, même certains qui se sont intéressés à la rhétorique griotte, à la rhétorique africaine, disent même que la rhétorique africaine, ou bien la rhétorique griotte en tout cas, repose beaucoup sur la flatterie. Donc, pour manipuler les gens, pour les faire consentir, souvent, on utilise la flatterie. Oui. Et souvent, c'est très fréquent chez nous. Ça, c'est une manière de manipuler les gens. Oui. Mais le problème, c'est que les gens manipulent sans s'en rendre compte. C'est ça. Mais c'est naturel, en tout cas, c'est fréquent, naturel de manipuler. Parce que c'est quoi la manipulation? C'est-à-dire, on veut quelque chose de quelqu'un, ou bien on veut que quelqu'un adopte un comportement qui nous est, en tout cas, avantageux. Donc, quels sont les moyens qu'on utilise pour, en tout cas, faire consentir la personne? Tout ça, c'est de la manipulation. Mais si on prend les politiciens
les marques industrielles, elles, en tout cas, ou bien eux, ils font une manipulation beaucoup plus dangereuse. Mais Pourquoi? Parce que, tout simplement, par exemple, quand on prend les industriels, pourquoi aujourd'hui, presque la plupart des gens achètent des téléphones en série? Par exemple, Samsung ou iPhone, un nouveau iPhone qui sort, on voit des gens se précipiter, qui se réveillent à 4 h du matin devant des magasins pour acheter un nouveau téléphone, alors qu'ils ont la série précédente qui marche correctement. Là, c'est la manipulation, puisque qu'est-ce qu'ils ont fait les communicants, les publicitaires? Ils ont étudié le comportement humain. Ils se sont rendus compte que, par exemple, les hommes ont des défauts, puisque les hommes, par exemple, veulent exhiber leur réussite sociale, leur statut social. C'est comme ça qu'on a créé les marques. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on dit que pour créer une connexion entre un produit et un comportement, il suffit juste, n'est-ce pas, de manipuler les gens. Parce qu'en fait, celui qui achète un iPhone, bien qui achète une marque très chère, que ce soit un vêtement, des chaussures ou une montre, par exemple une Rolex, celui-là, on dit qu'il ne satisfait pas un besoin, mais il satisfait un désir. C'est-à-dire le désir d'être vu, en tout cas, comme quelqu'un qui a réussi dans la société, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui a un statut social. C'est comme ça qu'on a réussi à faire acheter des gens. C'est pour ça que je dis que c'est très dangereux, puisque les gens ne maîtrisent plus ce qu'ils achètent. C'est ça, on les manipule en leur faisant faire des comportements qui ne sont pas dans leur propre intérêt. Les politiciens aussi font pareil. Donc aujourd'hui, les manipulateurs les plus dangereux, pour moi, ce sont les commerciaux et les politiciens, puisqu'ils nous manipulent. Chez les politiques, comment ça se passe, par exemple? Chez les politiques? Oui, chez les politiques. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de l'Internet. Aujourd'hui, avec Internet, ça devient beaucoup plus facile. Parce que avant, par exemple, manipuler, il fallait faire des sondages. Aujourd'hui, n'importe quelle personne... Tâter l'opinion publique. Oui. En tout cas, aujourd'hui, on dit analyse des sentiments. Pour faire l'analyse des sentiments, aujourd'hui, on peut émettre une idée sur Internet, sur un réseau social, et laisser les gens faire des commentaires. À partir des commentaires, on peut savoir vers quelle direction l'opinion est allée. C'est-à-dire, est-ce que l'opinion publique est pour ou contre cet avis? À partir de là, les politiciens prennent cette position-là. C'est pour cela qu'on dit qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale dans leur conviction. Les réseaux sociaux ont facilité. Par exemple, j'ai lu un livre qui a parlé de 3 présidents qui ont conquis le pouvoir grâce aux réseaux sociaux. Par exemple, Donald Trump, Matteo Salvini, Jair Bolsonaro et Narendra Modi d'Inde. Ces 3 présidents-là ont utilisé la manipulation numérique pour accéder au pouvoir. Ils ont je pense que ça aussi, leur procédé, moi je commence à le voir ici au Sénégal. Quel procédé? C'est-à-dire le fait de manipuler l'opinion publique à travers une simple idée qu'on balance sur un réseau social. Et après avoir vérifié, on constate que cette idée était fausse. Et ça, c'est très fréquent actuellement dans nos réseaux sociaux ici au Sénégal. Et aussi, c'est dangereux puisque ça peut créer en tout cas des situations, par exemple lors des manifestations. Lors des manifestations du 1er juillet ou juin. J'ai vu des gens qui disent que, par exemple, dans tel endroit, les manifestations ont besoin de renfort. Alors que moi, j'ai pris mon téléphone pour appeler là-bas. Là-bas, il n'y avait personne qui manifestait. Mais celui qui regarde ce poste-là, il ne sait pas que celui qui le fait, il veut en tout cas orienter la foule vers cette direction-là. Ça, c'est très dangereux. Même là où j'habite, Darou Marti, il y avait des manifestations. Quand j'ai vu une personne dire que Darou est en feu, j'ai appelé, il y avait rien. Mais quelques minutes après, une foule s'est constituée. Et ça, c'est de la manipulation. C'est très dangereux. Les gens qui font cela sont conscients de ce qu'ils font. Ils savent que, parce que dans aussi le comportement des gens, on dit qu'il y a des personnes qui ne prennent pas une décision, mais ils suivent la foule. Donc ces personnes-là, c'est très facile de les orienter vers des directions. C'est pour cela que je dis que avec Internet, l'orientation ou bien la manipulation des foules, ça devient très facile. Est-ce que la psychologie
de la foule virtuelle, parce qu'on parle un peu d'Internet, cette psychologie-là n'obéit-elle pas à ce discours que vous nommez épidictique, autrement dit à ce discours pathétique, ou en français facile, aux insultes? Pourquoi les gens sont plus happés par les insultes que les idées? Oui, parce qu'en fait, ça c'est depuis 1895 avec Gustave Le Bon, la psychologie des foules. Tous ceux qui ont en tout cas étudié les foules ont donné, se sont unanimes sur le caractère émotif, impulsif des foules. Donc souvent on dit que les foules ne raisonnent pas, elles sont émotives, elles sont impulsives. C'est même le paradoxe. C'est pour cela qu'on dit que même Gustave Le Bon dit que maintenant ce n'est plus dans le Conseil des princes, mais dans l'âme des foules que se dessinent les destinées des nations. Mais ce qui différencie la démocratie et les anciens régimes, c'est qu'avant l'avènement des démocraties, le pouvoir, en tout cas, était légitimé par des idées intrinsèques, par des idées transcendantes. Souvent, c'était la coutume, la religion ou bien la tradition qui légitimait le pouvoir politique. Mais après l'avènement de la démocratie, le pouvoir est légitimé par le consentement du peuple. Or, les gens, en tout cas les psychologues, ceux qui ont étudié les foules, pensent que les foules ne sont pas raisonnables, elles sont impulsives. Il y en a même qui disent que, comme Siegel dit que les foules sont criminelles. Donc, les foules, pour certains, constituent un obstacle pour la gouvernance publique. Donc, il faut les écarter. Donc, les foules, par nature, elles sont émotives, elles sont impulsives. C'est pour cela, pour les faire consentir, ben faire sentir des émotions, c'est très facile si on connaît comment s'y prendre. Oui, vous mettez en relief cette citation de Gustave Le Bon. L'homme en foule ou l'individu en foule, c'est un grain de sable au milieu d'un grain de sable que le vent soulève à son gré. Mais pourquoi la foule ne pense-t-elle pas? Parce qu'il y a eu des contradictions. Dans une foule, il y a des particules, il y a des humains qui ont des raisons, mais pourquoi on agit à l'instant par une action qui est mauvaise et autant de repos, tout simplement, ne pas comprendre qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parce que en fait, on dit que la foule est un amplificateur de sentiments, que ce soit un sentiment positif ou négatif. Parce que le fait de se trouver dans une foule vous donne en tout cas des sentiments. Par exemple, quand on est dans une foule, on a le sentiment de superpuissance, on a le sentiment de conquérant, on a le sentiment d'invincibilité. Par exemple, Gustave Le Bon le dit clairement, il dit que celui qui, par exemple, la foule qui attaque, par exemple, au Sénégal, si on prend le cas du Sénégal, qui attaque les magasins, qui attaque les stations, qui attaque l'université, ceux qui ont constitué la foule, une fois rentrés, en tout cas chez eux, individuellement, les gens même se demandent une question, est-ce que c'était moi qui étais en train de faire ça? Parce qu'en étant seul, avant d'attaquer un magasin, avant d'attaquer une station ou l'université, on pense d'abord à sa sécurité, parce qu'une seule personne ne peut pas attaquer une institution. Ben ici, elle le fait, c'est risques et périls. Oui, mais quand on est dans une foule, la foule nous donne des sentiments de conquérant, de superpuissance. C'est pour cela qu'on dit que, quelle que soit la formation intellectuelle, quelle que soit aussi l'éducation de la personne, une fois se trouver dans une foule, elle perd tout ça. Elle est, en tout cas, elle est comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est un grain de sable. Oui, elle se trouve dans une foule qui l'oriente au gré de ça. Voilà. Donc, elle ne peut pas maîtriser ses actions et ses émotions. On reste tous également sur le cas du Sénégal. Vous dites dans le texte que dans le champ politique, les manipulations sont d'abord juridiques, que les politiciens usent et abusent de la loi pour manipuler la foule. Pourquoi? Oui, parce que Pierre Reynaud disait dans son livre L'art de manipuler, les politiciens nous manipulent essentiellement à travers les lois et décrets qu'ils pondent plus vite que la poule, plus vite que la poule son œuf. Et ils en caquettent de contentement. C'est-à-dire que nous, il faut revenir dans la définition. Manipuler, c'est de faire des choses. Il y a avoir plusieurs techniques. C'est-à-dire que pour nous faire consentir, pour nous faire des choses, la plus facile, c'est de nous dire c'est la loi qui le dit. C'est-à-dire que le politicien qui apporte une loi
elle peut la présenter comme pour favoriser la démocratie, pour améliorer la condition de vie des gens, pour aussi créer une situation. Mais souvent, c'est pour, en tout cas, nous imposer sa volonté. Parce qu'une fois que cette volonté personnelle, politique, est appuyée par la loi, elle passe nécessairement, elle passe forcément. C'est pour cela on dit que c'est plus facile de manipuler les gens par la loi. Moi, par exemple, j'ai donné l'exemple de la modification de la Constitution. Oui. Est-ce même aujourd'hui, peut-être on n'en parle plus, mais en tout cas, le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il a le droit de le faire, même s'il renonce oui. à une autre candidature, bah, il a le droit de le faire. Qu'est-ce qui lui a donné ce droit-là? C'est la modification. Donc, la modification aurait pu avoir pour but de manipuler l'opinion, en tout cas de le faire accepter une idée personnelle, une idée de troisième candidature. Mais peut-être, vu la situation, vu les conditions, est-ce que ce n'est pas risqué? Voilà, moi je pense qu'il y avait une volonté quand même de nous manipuler, en tout cas de nous imposer sa troisième candidature. Oui, il y a les lois, il y a également le pathétique, hein, le oui. discours pathétique. Oui. Et ça se voit, le discours oui, pathétique, oui, oui, oui. plus que pathétique même. Le pathos, pourquoi? Parce que oui. nous sommes tout simplement nous sommes impuissants. Par exemple, hier, avant-hier, qu'est-ce qu'on a? J'ai vu des politiciens posté en disant qu'il y a 300 migrants qui sont en tout cas morts. Oui, qui sont partis de Kafountine pour oui. aller vers les îles Canaries. Oui. Ensuite, il y a eu le ministre des Affaires étrangères qui a démenti. Oui, donc là, qu'est-ce qu'il cherche en disant cela? Il cherche à déclencher des émotions chez les gens. Parce que quand on dit qu'il y a un tel nombre de personnes qui sont voilà, disparues, bah, ça peut forcément déclencher de la colère, l'indignation et aussi même la pitié. Donc c'est très facile, c'est beaucoup plus facile de construire un discours logique, parce que c'est pour cela même on distingue le verbe persuader de convaincre, parce que souvent on dit que pour convaincre, il faut construire un discours logique, mais pour persuader, il suffit juste de s'appuyer sur les émotions pour, en tout cas, parce qu'on dit que le cerveau humain, quand vous déclenchez l'émotion, n'importe laquelle, que ce soit la colère, même la joie, n'importe quelle émotion, quand vous la déclenchez, vous neutralisez la partie rationnelle du cerveau humain. Donc la personne, elle ne réfléchit plus, elle est émotive. Donc là, elle est à vous. Maintenant, vous pouvez en tout cas lui faire faire en tout cas n'importe quelle chose, parce que une fois qu'elle est sous émotion, elle ne réfléchit plus, elle n'est plus lucide, elle n'est plus en tout cas logique. Nous allons terminer par la religion. Est-ce un outil pour manipuler les confréries, pour être plus précises au Sénégal? Oui, parce qu'en fait... parce que chaque politique, avant de se lancer, a forcément besoin moins des prières que la photo du calife qui prie pour lui. Oui, mais est-ce que celui qui va là-bas, est-ce que vraiment il est... C'est ça. Voilà, parce qu'en fait, quand on prend quelqu'un comme Napoléon Bonaparte, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée. Oui. C'est en me faisant ultramontain que j'ai conquis les esprits en Italie. C'est aussi en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte. Si j'avais en tout cas à gouverner un peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. Oui. Donc lui, là où il a passé, il a presque épousé les religions. Alors, est-ce qu'il était sincère? Donc ça, c'est une question. Actuellement aussi au Sénégal, comme c'est un pays voilà, majoritairement croyant, bah, oui. Est-ce que ce n'est pas aussi avantageux d'aller en tout cas chez les religieux pour avoir la bénédiction ou bien pour avoir une image positive? Tout ça, voilà, c'est fréquent. En tout cas, on voit plus les images que les prières. Oui, ça, c'est le comportement caméléonesque des politiciens. Donc, pour moi, ça aussi, c'est en quelque sorte, parce qu'il faut savoir que le fidèle est en même temps aussi un électeur. Oui. Donc, c'est plus facile de le convaincre en s'affichant avec son... Ça peut avoir des effets à long terme ou seulement éphémères? Peut-être des éphémères. Oui. Oui, je pense. Oui. Peut-être éphémère, parce que voilà, tôt ou tard, on sait si on est sincère ou pas. Et parfois même avec les contextes, peut-être les Sénégalais oublient très vite. Mais moi, en tout cas, j'ai vu un politique, par exemple, il y a des politiciens, il y a 1 ou 2 ans, attaquer très violemment des religieux.
actuellement, je le vois aller faire des tours chez eux. Donc, mais nous, comme on oublie très vite, peut-être on ne peut pas analyser froidement est-ce que celui-là, il est sincère ou pas. Mais je pense que la plupart du temps, c'est pour nous faire consentir, c'est-à-dire pour nous manipuler. En tout cas, merci beaucoup Khadim Mbacké Abass pour ces échanges. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, monsieur. Et j'espère que je ne me suis pas fait manipuler. Pas pour dire. Oui, c'est naturellement en tout cas. Et j'espère également, chez le public, qu'on ne vous a pas manipulé. L'art de la manipulation, la communication directive, ouvrage écrit par Khadim Mbacké Abass, disponible dans l'édition L'Harmattan, la manipulation. Pas de remède, mais peut-être pour comprendre le mot, il faut ouvrir les pages, peut-être combien 100 et quelques pages, 170 pages pour comprendre la manipulation et beaucoup. Pour le remède, souvent on dit qu'il faut ne pas être dogmatique. C'est-à-dire il y a même une science, c'est la zététique, l'art du doute. Oui. Souvent, si on a cette science-là, on peut en tout cas se prémunir contre la manipulation. Oui, le doute, l'art du doute. Il faut pas l'étonnement. Voilà. Le premier étage pour réfléchir. Merci également à la noblesse anoudine qui ne nous a pas manipulés parce que tout se passe à merveille pour réaliser cette émission. On l'espère à la diffusion. Bonne soirée et continue de suivre les programmes sur ITV.